don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Clémence Rakeli, bienvenue au podcast. Merci. Comment ça va ce matin? Ça va super bien, merci beaucoup. J'avais très hâte d'être ici aujourd'hui. Oui, je sais. Ouais, moi aussi, j'avais hâte parce qu'on commence l'année en force. C'est notre deuxième podcast de l'année 2025 avec toi. On va parler de RH aujourd'hui, de recrutement. Oui. Donc, Clémence, prends le temps de te présenter. Parle-moi de toi puis de ton entreprise, évidemment. Oui, absolument. Moi, j'ai créé, en fait, Pure RH, qui est une agence spécialisée dans le domaine finance, comptabilité et paye. Donc, mes activités sont vraiment spécialisées généralement en Estrie, centre du Québec et Montérégie. Puis ça fait 8 mois maintenant que je suis partie. Donc, je sortais d'une multinationale où j'ai fait ce recrutement-là, donc dans la même expertise pendant 8 ans. Et ça a toujours été un projet que j'avais de démarrer à mon compte. C'est cool, ça. Dans le même type de poste, oui, effectivement. Parle-moi du déclic, dans le sens où tu avais un poste, tu étais seté. Pourquoi tu as dit « Hey, moi, je me lance en affaires ». Oui, bien écoute, c'est une réflexion qui a duré depuis des années, je te dirais. Pour être très honnête, j'ai développé plusieurs territoires avant pour une multinationale, puis j'avais fait la demande de développer le territoire de l'Estrie parce que, en rencontrant mon nouveau conjoint, lui qui demeurait dans ce coin-là, a fait en sorte qu'on se bâtisse une propriété là-bas. Cool. Et c'est vraiment en parlant justement avec tous les corps de métier de la construction de notre propriété que j'ai eu un peu le déclic, que je me suis dit, ça serait le fun de les avoir comme clients. Ces gens-là, c'est toutes des entreprises différentes, locales, qui viennent du coin. Puis en région, c'est très, très pertinent d'encourager... Bien, pertinent, excuse-moi. Les gens aiment beaucoup encourager les petites entreprises locales. Oui. Okay. Donc, finalement, lorsque ma maison a été prête là-bas, c'est quelque chose que je me suis dit... Donc, c'était un peu réfléchi à l'avance. Donc, dans le fond, en étant là-bas, en étant bâti, ça a vraiment été là le déclic de justement un jour me partir à mon compte en ayant ces clients-là qui font partie de la région, si on veut. Tu préfères, t'as préféré te positionner en région plutôt qu'aller dans les grands centres, Montréal, Laval ou Québec, mettons? Right? C'est une super bonne question. Ça a été quoi, cette... Oui, absolument. En fait, j'ai développé pendant 5 ans le territoire de Montréal. Donc, c'est un territoire que je connais super bien. Je te dirais, j'ai beau avoir l'air super corpo, j'aime beaucoup les compagnies de construction, j'aime beaucoup le secteur manufacturier, le secteur des métaux. Donc, c'est tous des types d'entreprises que je vais retrouver, des types d'industries que je vais retrouver justement en Estrie, que je n'ai pas à Montréal. Donc, à Montréal, on parle vraiment de services plus professionnels, de tours à bureau. Ça me rejoint un petit peu moins. Le côté très corpo, j'aime beaucoup le côté en région. Qui est peut-être plus familial, peut-être plus chaleureux. Plus convivial, plus chaleureux. Je parle vraiment directement aux présidents d'entreprise, aux propriétaires d'entreprise. Donc, il y a moins de gros départements RH, donc moins d'intermédiaires. Ils connaissent leur business, ils ont mis ça sur pied. Donc, c'est à la fois des discussions super intéressantes et c'est ce qui a fait à travers les années que j'ai développé vraiment un intérêt, si on veut, pour ce type d'entreprise-là. Est-ce que quand tu t'es lancé, ça a été difficile d'aller chercher tes premiers clients ou tu étais déjà bien ressourcé pour des contacts? Ça ressemble à quoi un peu la réalité? Je te dirais quelqu'un qui se lance, qui n'a jamais débuter là-dedans, qui ne sait pas c'est quoi le développement d'affaires et tout ça, ça peut être difficile. Moi, je te dirais que comme c'est un territoire où j'ai justement commencé à connaître beaucoup d'entreprises quand je suis déménagée là-bas, c'est allé beaucoup plus vite que ce que je pensais et j'avais quand même 9 ans d'expérience. Donc, le développement d'affaires, qui est assez naturel chez moi, je te dirais, est allé très vite. J'ai beaucoup d'entreprises qui m'ont contacté aussi, qui ont vu que je partais et qui souhaitaient me suivre pour avoir un service un petit peu plus personnalisé, justement. Comme je te disais tout à l'heure, les entreprises en région aiment beaucoup encourager les PME locales. Donc, c'est là que je l'ai vu puis que je me suis sentie vraiment très encouragée. Donc, c'est allé très, très rapidement à ce niveau-là. J'ai été plus qu'heureuse de constater ça. Puis là, c'est early, je veux dire 8 mois, dans le sens, comment tu te vois, mettons, dans les prochaines années? Comment tu veux, est-ce que tu veux scaler ton entreprise? Est-ce que tu veux rester à un plus petit niveau? T'as-tu un petit peu illuminé tes ambitions par rapport à ça? Écoute, je me questionne encore à ce jour parce que c'est une réflexion à laquelle je réfléchis depuis le début. Puis un de mes coachs me disait justement, m'a apporté une bonne réflexion l'autre jour à savoir pourquoi grossir en fait, pourquoi vouloir une croissance. Ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'il faut faire une croissance pour la bonne raison. Donc, il y en a beaucoup qui vont vouloir grandir, accroître leur entreprise par pression sociale, par ego aussi. C'est important de le faire pour les bonnes raisons. Donc, moi, dans mon cas, oui, c'est quelque chose que j'aimerais. Je suis encore en réflexion. Je pense que c'est important de faire une année complète pour vraiment bien
Oui, j'imagine, saisir ça. Bien saisir mon année, être capable de voir les tendances aussi, les trimestres aussi, parce que c'est très variable. Tel type d'entreprise va avoir des besoins en recrutement à tel mois. Tel type d'entreprise, ça va être au contraire, ça va être c'est variable tout dépendant du type d'entreprise. Oui, absolument. D'industrie, en fait. C'est très, très variable, exactement. Puis bien que 70% des entreprises avec lesquelles je vais faire affaire sont des entreprises dans le domaine de la construction en Estrie, j'ai un bon 30% qui est dans les services professionnels, les cabinets comptables, les cosmétiques, le marketing. Il va y avoir quand même d'autres types d'entreprises, manufacturiers aussi. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus quand tu approches une compagnie de construction, un propriétaire ou une gestionnaire de RH? Qu'est-ce qui t'attire finalement à travailler avec ces gens-là? J'aime le domaine de la construction pour plusieurs raisons. C'est des gens qui ne sont pas compliqués, je trouve. Je trouve que c'est des gens... Oui, exactement. C'est clair avec eux. Cool. Ils vont pas dans les détails, dans la dentelle. J'aime les gens comme ça. J'ai toujours eu plus de difficultés avec les gens qui tournent autour du pot. Je suis quelqu'un qui lit très mal entre les lignes. Donc, j'ai besoin que quelqu'un me donne des directives claires. Ceci dit, dans ce domaine-là, je suis capable de bien les guider. Si je vois que la personne est... Parce que des fois, tu as des entreprises de construction qui sont... où le bas blesse, ça va être vraiment au niveau de la structure d'entreprise. Donc, je ne peux pas placer n'importe qui là-bas. Il me faut vraiment quelqu'un qui est fait quand même assez dur. Excuse-moi, tu me disais... Bien, dans le fond, le why de vouloir travailler avec ce type d'industrie-là, parce que moi, je suis quelqu'un d'un petit peu plus créatif, peut-être d'y aller avec des gens un peu trop, tu sais, je suis commandant, I guess, là, ou des industries manufacturières, que c'est du step and repeat. Qu'est-ce que toi, ça t'intéresse? J'imagine c'est plus la personne avec qui que tu travailles, La personne, oui, puis que dans ce type d'entreprise-là, souvent, les gens, les tâches vont être très variées. Donc, les gens vont toucher à beaucoup de choses. Donc, les candidats aiment ce type de poste-là, où c'est très varié, où c'est moins segmenté qu'on va retrouver en grande entreprise. Et je te dirais, par préférence personnelle, c'est aussi parce que j'aime le type de produit. J'ai un intérêt pour le domaine de la construction, immobilier. Très cool. J'ai aussi, des chalets locatifs. Donc, c'est quelque chose... Ça a toujours été un intérêt pour moi. J'aime ce domaine-là. Mais outre aimer le domaine, il faut qu'il y ait de la business là-dedans. Et les entreprises de construction, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment à aimer, mais aussi à connaître à travers les années. Il y a vraiment certaines technicalités, CCQ et tout ça, qui ne sont pas faciles. Donc, c'est des particularités qu'on doit connaître. Puis une fois qu'on les connaît, c'est intéressant, le niveau de discussion que tu peux avoir par rapport à ça, le niveau de connaissance aussi. Tu apprends tous les jours, je trouve, par rapport à ça. Donc, voilà. J'aime vraiment ça. J'aimerais ça qu'on fasse un petit jeu de rôle. Disons que je suis quelqu'un qui t'approche, un cadre qui voudrait rentrer dans une compagnie de construction, peu importe le poste. Comment tu m'accompagnes? Comment ça fonctionne? Premier step, dernier step. Oui, je te dirais, moi, je suis vraiment plus spécialisée dans les postes opérationnels. Tu sais, je vais toucher, niveau cadre. Ceci dit, dans le domaine de la construction, je vais avoir moins de cadres. Donc, ça va être plus des postes opérationnels, exemple en comptabilité, étant donné que je suis vraiment 100% comptabilité paye. Finance, comptabilité. Exactement. Donc, comment je vais la prendre en charge? Je ne peux pas placer tout le monde. Je ne peux pas aider tout le monde. J'aimerais ça, mais c'est quelque chose il y a trop de volume. Donc, on n'a pas le choix de faire vraiment un screening. Et c'est sûr que nous, on est toujours l'intermédiaire entre le candidat, le talent et l'entreprise qui, lui aussi, a idée de ce qu'il recherche puis de ce qui va bien fitter dans son entreprise. Donc, tout ça pour dire que quand la personne va m'approcher pour un poste, j'ai pas le choix de valider est-ce qu'à première vue, le candidat pourrait, au niveau des compétences, bien fonctionner versus les critères que mon client m'a demandé. Donc ça va être vraiment la première étape. Pour un candidat que je vais dire oui, il va peut-être en avoir 25 que je vais être obligée de refuser. Donc, moi, c'est sûr que je suis pas un fournisseur de CV. Je suis quelqu'un qui aime envoyer des candidatures. Ça va être au compte-gouttes, mais ça va être des bonnes candidatures ciblées. Puis c'est là que tu viens bâtir justement ta crédibilité d'entreprise versus les agences qui sont plus au volume. Donc, comment je l'accompagne? Excuse-moi, la réponse est longue. Non, c'est pas ça. Comment je l'accompagne? Bien, en fait, c'est que je vais planifier une rencontre. Une fois que je reçois la candidature du candidat, je vais planifier une rencontre avec cette personne-là pour vraiment aller chercher ses besoins, aller comprendre qu'est-ce que la personne recherche à long terme, parce que c'est vraiment ce qui fait les meilleurs placements. Plus tu en connais au sujet d'une personne, plus c'est facile de faire en sorte que cette personne-là va rester à long terme dans une entreprise. Parce que, justement, tu vas connaître ses besoins, tu vas savoir est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle est ambitieuse, puis dans 5 ans, elle va être rendue complètement
complètement ailleurs, ou tu penses qu'elle va être stable, puis que ça va faire l'affaire, ce poste-là, ça va répondre, satisfaire à ses besoins, et la personne va rester là à long terme. Parce que c'est sûr qu'on cherche des partenariats à long terme. On ne peut pas juste placer quelqu'un puis que la personne parte demain matin pour plusieurs raisons. Ta crédibilité comme personne, ta réputation, tu veux que le candidat soit bien, que sa famille soit bien, que tout son entourage soit bien, puis ça découle de cette personne-là. Tu veux à la fois que ton client aussi, qui est ton client à la base, soit bien puis qui cherche un partenariat à long terme. Donc, j'ai vraiment l'accompagner dans le processus d'entrevue. On va planifier une rencontre virtuelle. Il y a des candidats que je vais placer en 24 heures. OK, des parce fois, que c'est un fit immédiat. Là. Tu dis, cette personne-là, puis là, des fois, t'en as qui c'est un petit peu moins sûr, quoi. C'est un petit peu plus... c'est différent de ça, en fait. C'est que tu as des candidats qui... ça va être une question de circonstance, beaucoup une question de timing. Si tu as des candidats qui sont disponibles immédiatement, que j'ai une entreprise qui me dit, Clémence, j'ai besoin d'un commis au compte payable demain matin, le poste est vacant tout de suite. Si l'entreprise réagit rapidement, que moi, j'envoie une candidature rapidement parce que je tombe sur la bonne et que la candidate est disponible immédiatement, ça peut aller très vite. Donc, il y a certains candidats que je vais placer en 24 heures. Il y en a d'autres que ça va prendre 6 mois. Puis il y a toutes sortes de facteurs à travers ça, le pourquoi de la chose. Tu peux avoir des super bons candidats. J'en ai une dernièrement. Ça a pris 6 mois avant de la placer. Je l'ai placée avant Noël. Ça a été le plus beau cadeau. C'est un beau success story, on va parler. Oui, j'étais super contente pour cette personne-là. Mais elle avait une candidature qui était très pointue. Donc, très grande entreprise. Donc, des fois, ça peut faire peur à des PME qui pensent que la personne va s'ennuyer en poste parce qu'elle part d'une grande entreprise. Mais il y en a des fois qui ne cherchent plus, justement, cette ambition-là de monter. Il y en a qui veulent se stabiliser. On évolue, on change, nos besoins changent à travers le temps. Donc, ça, c'est toutes des choses à prendre en considération. Puis parfois, les entreprises ne vont pas là. Ils vont regarder une candidature en diagonale, un CV en diagonale, puis ils vont tout de suite... Oui, parce qu'ils ne vont pas aller chercher l'information. Mais si tu te poses la bonne question, la personne, elle a appliqué sur le poste parce que c'est venu lui parler. Donc, aie une discussion avec cette personne-là pour comprendre. Peut-être qu'elle est rendue ailleurs puis que ce type de poste correspond maintenant à ce qu'elle recherche. 110%. Puis peut-être que les propriétaires, ou tu sais, je ne veux pas généraliser, mais les gens, ils voient comme un chercheur de tête, un vendeur qui veut placer n'importe qui. Ben, pas n'importe qui, mais à part une personne de passant. Parfait, c'est fait. Prochain appel, right? Oui. La production à la chaîne. Right? Puis toi, tu amènes ça, je pense que tu amènes une analyse plus profonde dans le sens, cette personne-là, même si ça a pris plus de temps, écoute, je pense pas que ça va fitter, right? On va continuer, trouver le bon fit encore. Fait que, disons, dans tes meetings, dans tes rencontres avec cette personne-là, mis à part les compétences, qu'est-ce que tu regardes chez la personne? Je regarde beaucoup ses valeurs, parce que si j'ai fait mon travail comme il faut, les valeurs personnelles de la personne pour établir le fit avec l'entreprise. Parce que si j'ai bien fait mon travail et que je suis allée récolter toutes les informations que j'ai besoin au niveau de l'entreprise, je vais être capable d'établir le maillage parfait, justement, entre les deux. Il faut que je sache cette personne-là, elle est comment dans sa vie de tous les jours, qu'est-ce que les gens pensent d'elle, disent d'elle dans son quotidien, qu'est-ce qu'elle recherche à long terme, en fait, court, moyen, long terme, pour être capable de bien l'aider, ses besoins. Il y en a, les besoins ne sont pas toujours pécuniers. Il y en a qui vont rechercher beaucoup de reconnaissance, pour qui c'est très, très important. J'en ai une que j'ai placée hier, c'est exactement ça. Elle est partie, en fait, d'une entreprise pour aller chez le compétiteur. Je l'ai placée chez le compétiteur parce que c'était pas au niveau salarial, c'était au niveau acceptation de sa nouvelle vie familiale. Wow! Et reconnaissance aussi. Elle a senti en entrevue que les gens qui ont passé l'entrevue n'ont jamais posé... Ça n'a pas été une contrainte pour eux qu'elle ait un bébé, qu'elle ait un enfant, qu'elle ait une nouvelle réalité familiale. Puis ça, c'est la première chose qu'elle m'a dit quand on a fait le suivi d'entrevue. Clémence, j'ai senti que ça ne les a pas dérangés et qu'ils acceptaient ma nouvelle réalité familiale. Ça m'a donné des frissons. C'est le genre de commentaire que j'adore. Parce que quand tu as un enfant, tu veux... tes besoins changent, ta vie quotidienne change. Ça, c'est à 100%. Puis comme mère, je peux le comprendre aussi. C'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, d'accompagner une candidate là-dedans, pour moi, c'est super valorisant parce qu'elle va être bien. Je connais l'entreprise, donc je peux me porter garante que c'est une belle compagnie aussi. Puis moi, ça m'en dit long sur l'entreprise. Quand j'ai des beaux processus comme ça, que je vois que mes candidats sont bien et que l'entreprise montre une super belle ouverture, justement, au bien-être des employés, devine comment moi, je suis capable de la vendre, cette compagnie-là. Parce que moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un de passionné. Si j'adore l'entreprise, je vais la vendre fois 1000. Mais il faut que j'y croie. Je suis pas quelqu'un... je ne peux pas dire que c'est une bonne entreprise si ce n'est pas ce que je sens. Donc, pour moi, c'est très important de le sentir aussi. Puis, à la fois, tu as certaines entreprises qui vont être moins structurées ou qui vont mettre moins l'accent sur le bien-être, mais
il y a des candidats pour ça aussi. Il y a vraiment une chaise pour chaque personne. Donc, c'est pas parce que... Il y a des gens qui sont plus à l'aise dans ce contexte-là. Il y en a qui ont connu ça, puis qui sont bien là-dedans, puis qui ne recherchent pas ça nécessairement. Donc, je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise entreprise. Il y a vraiment une chaise pour chaque personne, dépendamment du type de personne que tu es. C'est juste à nous de bien les cerner. Oui, parce que je trouve qu'il y a différentes mentalités quand tu es un employé et que tu vas aller chercher un poste. Il y en a beaucoup des gens que je parle qui disent hey, moi, comme honnêtement, Anthony, je veux un salaire, je veux quelque chose de stable, quelque chose qui est récurrent. J'ai une vie familiale, j'ai une vie personnelle très comblée, puis je valorise ça plus que ma job, right? Oui. Il y en a d'autres qui, moi, je veux m'accomplir avec ma carrière. Je veux que quand je rentre au travail, ça soit une extension de ma famille, que je me sente apprécié, j'ai une flexibilité. Puis le salaire, oui, mais ça, beaucoup plus, plus right? important. Puis je trouve ça cool. Puis est-ce que tu dirais qu'il y a des tendances qui ont changé dans tes candidats, tu sais, qui t'approchent, ou que t'approches, vice-versa, qui recherchent justement des avantages différents dans leur poste? C'est quoi un peu leur... qu'est-ce qu'ils demandent, en fait? Oui, bien, en fait, je te dirais que le critère numéro 1 chez les candidats en 2024 est resté le salaire. Donc ça, on l'a vu, c'est toujours le salaire qui est quand même regardé en critère numéro 1. Ceci dit, vraiment pas loin en deuxième, tu as vraiment la flexibilité d'horaire, le nombre d'heures par semaine et les avantages, si on veut. Donc, c'est très, très important. Puis ça, je le vois de plus en plus. Il y en a certains, parfois, qui vont être capables de baisser leur critère salarial pour avoir un horaire plus flexible, une qualité de vie. Ça m'arrive d'en avoir. Baisser des heures de travail, littéralement, par semaine? Absolument. Il y a une nouvelle clientèle sur le marché qu'on voit depuis la COVID. Donc, suite à 2020, il y a beaucoup de gens qui ont revu un peu la place qu'occupait le travail dans leur vie. Et on a vu beaucoup de gens, puis les gens se sont demandé pourquoi est-ce qu'il y a une pénurie de personnel comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté le domaine de l'emploi. Il y a beaucoup de gens qui ont revu un peu leurs priorités, qui ont décidé, moi, j'ai une famille, je souhaite passer un petit peu plus de temps de qualité avec eux et qui pouvaient se le permettre à ce moment-là parce que c'est pas la réalité de tout le monde. Non. Mais il y a beaucoup de gens qui ont revu leurs priorités, qui, suite à ça, ont décidé de quitter le marché du travail, ce qui a créé aussi une certaine pénurie à ce niveau-là. Et depuis, je le vois que l'horaire flexible et le nombre d'heures est très, très en demande. J'avais pas la même clientèle avant pour le 32 heures semaine. J'avais des employés qui étaient soit des juniors qui sortaient de l'école pour accéder à une première expérience, qui me le demandaient, et ou des semi-retraités qui pensaient éventuellement quitter le marché de l'emploi, qui me demandaient les 32 heures semaine. Donc, c'était les deux types de clientèle que j'avais. Puis maintenant, je vais avoir des jeunes mamans, je vais avoir des jeunes familles. Oui, je vais avoir toutes sortes de gens. Aussitôt que j'affiche mon poste, là, à 32 heures semaine, je le vois que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est comme une tendance, j'ai l'impression, sociétale de genre, je veux revaloriser ma vie personnelle, mon équilibre de vie, puis mon travail, il faut que ça soit comme, pas un mal pour un bien, il faut que ça soit comme faut que ça accepte un peu ce nouveau mode de vie-là. Faire moins d'argent, mais me respecter moi, puis mes valeurs, puis ce que j'aime faire finalement en réalité. Là. Oui, il y a énormément de candidats qui, je te dirais... Le critère numéro 1 en ce moment des départs que je vois en entreprise vont être liés au bien-être de la personne. Donc, aux valeurs de... le candidat va me le mentionner, Clémence, j'ai besoin d'une entreprise qui correspond à mes valeurs. Wow. Je vois très rarement quelqu'un qui va travailler dans une entreprise qui va avoir et le gros salaire et les gros avantages, mais qui ne croira pas en la mission de l'entreprise, en la vision de l'entreprise. De plus en plus, les candidats, puis c'est la nouvelle génération, veulent une entreprise là, qui est en lien avec leurs valeurs. Puis je pense que la pandémie aussi a fait découvrir l'avantage du télétravail, d'offrir cette opportunité à distance. Est-ce que peut-être qu'il y a cette tendance-là encore, là, mais le retour à la normale, les propriétaires d'entreprises veulent que les gens reviennent au bureau, malgré que tu fais un poste qui peut se faire soit partiellement à distance, soit à 100% à distance, on force les gens à revenir au bureau. Puis ça, peut-être, ça peut être un frein justement à aller accéder à un poste. Fait qu'avec la pandémie, on a été confrontés à une belle opportunité de travailler à distance. Les entreprises ont été forcées on va mettre une pause ou on va transférer les postes à distance. Puis, je pense que les gens ont apprécié cette qualité de vie que ça offrait. Puis là, on est revenu à la normale en 2024, 2023, 2025. Est-ce que j'ai l'impression que les propriétaires d'entreprises se sont tannés de ça, puis pour recréer l'esprit d'équipe, la cohésion d'équipe et tout ça, on va forcer les employés, même si leurs postes sont faisables à distance ou partiellement à distance, on va forcer les employés à revenir au travail physiquement, 35 heures semaine, 5 jours sur 7. Est-ce que c'est une bonne chose à faire quand tes employés ont été habitués à faire ça
et qui ressentent justement un besoin d'avoir cette liberté-là de travailler à distance. Comment tu vois la vibe des entrepreneurs en ce moment? C'est une excellente question. En fait, dans les 5 dernières années, on a vraiment vu le télétravail est une grosse tendance. C'est resté quand même demandé. Ben oui, je le vois à chaque jour, quotidiennement dans mes processus. Ceci dit, ça a vraiment évolué dans les 5 dernières années. Donc, 2020, 2021, bon, shutdown, on a vraiment vu tout le monde, surtout à Montréal, être à 100% télétravail. On a donné un bonbon à un employé. Donc, c'est sûr qu'après avoir connu ça, les gens le recherchent et c'est encore un critère qui est demandé. 2022, 2023, c'est sûr qu'on commençait à ressentir aussi les effets crise économique. Donc, ce que les entreprises font en premier lieu, ils vont resserrer. Donc, en faisant ce resserrement-là, effectivement, il y a eu des rappels au bureau, surtout les grandes entreprises, puis c'est là qu'on l'a vu beaucoup. Puis là, ça a été une après l'autre. Donc, c'est sûr que quand une emboîte le pas, toutes les autres suivent. Il y a eu ça. 2024, je te dirais, là, on a vu une tendance hybride. C'est ça que j'ai beaucoup vu en 2024 dans mes processus. Puis on s'entend que dans mes types de postes, moi, c'est pas des postes sur le terrain, des postes de production, c'est des postes dans les bureaux. Donc, exactement. Certaines entreprises peuvent le faire en télétravail hybride, d'autres non, parce qu'ils sont encore super paperasses, dont l'industrie de la construction. Donc, je le vois rarement dans l'industrie de la construction. Le télétravail, c'est vraiment un de mes types d'entreprises qui ne l'offre généralement pas. Adapté, dans le fond, leurs systèmes ne sont pas adaptés pour offrir ça. C'est que pour différentes raisons, je te dirais. Des fois, ça va être les systèmes, effectivement. Il y en a qui font encore de la paye manuelle. Donc, il y en a qui ont beaucoup de dépôts. Donc, obligatoirement, ils doivent passer au bureau. Donc, il y a toutes sortes de raisons. Ce qui arrive, par contre, c'est que moi, je le vois, ou en tout cas sur mon territoire, dans mon type de poste, les entreprises sont revenues et offrent le hybride en général. Et mes candidats veulent encore du télétravail hybride et la demande, elle est là, je le vois. Puis ce que j'ai noté cette année, c'est que j'en ai des candidats, même si, quitte à ne pas avoir un emploi, ont été prêts à attendre pour avoir le télétravail hybride. Donc, même si on est revenu dans un marché d'employeurs un peu, j'ai quand même des employés qui vont pas déroger du 35 heures semaine. Ils veulent ça ou leurs 4 jours semaine. Comme je te disais tout à l'heure, c'est encore très prisé. Et le télétravail hybride. Ou, tu vois, il y a une candidate qui me disait l'autre jour, moi, Clémence, j'ai pas nécessairement besoin que le télétravail me soit offert dès le début, mais j'aime avoir la possibilité de. Donc, de savoir que s'il y a quelque chose, je peux le faire. Donc, moi, ce que je vois là-dedans, c'est pas nécessairement le télétravail qui est demandé, c'est la latitude que l'employé a ou va avoir dans son futur poste. Parce que de sentir que tu peux décider, une fois de temps en temps, si tu en fais, ça te donne une certaine liberté, une certaine latitude qui est très intéressante à avoir. C'est une certaine reconnaissance, si on veut. Ben oui. Puis, encore là, on parlait de la reconnaissance, mais c'est ça. Pour moi, ça rentre dans cette catégorie-là. Mais oui, on a vu énormément de changements au niveau du télétravail. Si tu me demandes, moi, la recette gagnante, je pense que les entreprises... je peux pas dire que c'est une erreur, parce que les entreprises, je peux comprendre le côté employeur. C'est ça. Quand les choses ne vont pas bien économiquement, tu veux voir ce que fait ton monde, tu veux les rapatrier au bureau. Puis c'est pas vrai que le télétravail fonctionne bien pour chaque personne. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de clients qui vont être frileux dans mes processus de recrutement à, dès le début, mentionner qu'il y a du télétravail hybride. Moi, ce que je vais toujours dire à mes clients, dépendamment du candidat qu'on va sélectionner, je peux mentionner l'ouverture. Il faut que la personne fasse ses preuves aussi. Il faut qu'elle soit capable de montrer qu'elle fonctionne bien en télétravail. Parce que c'est pas tout le monde qui fonctionne bien en télétravail. Ça, c'est très différent. Quand tu dis qu'il ne fonctionne pas bien en télétravail, c'est qu'il n'est peut-être pas aussi performant ou motivation organisation, je sais pas. Exactement. Puis tu as des gens qui vont être à la maison puis qui vont être déconcentrés par toutes sortes de choses. Qui vont faire leur lessive, ils vont aller promener leurs chiens. Un environnement qui est dérangeant, c'était pas de bureau préparé pour ça. Non, c'est à 100%. Exactement. Mais tu as des gens qui réussissent très bien, qui se sont super bien installés en télétravail. Puis moi, je fais partie de ça. Je suis hyper performante en étant à la maison. Puis je l'ai été pendant des années, justement, avec la multinationale. Parce que quand la pandémie est tombée, je travaillais pour une grande entreprise qui est tombée à 100% télétravail. J'avais jamais connu ça avant et ça a révolutionné ma vie. Pour une mère, quelqu'un qui a une famille, c'est un bénéfice incroyable de pouvoir obtenir un télétravail, un horaire flexible. Ça t'aide dans toutes les sphères de ta vie. C'est vraiment quelque chose qui améliore ta qualité de vie à 100%. Oui. Qualité de vie, non, j'aime vraiment ça. Puis tu sais, un exemple concret justement par rapport à ça, c'est que Antoine qui travaille avec nous, quand on n'a pas de shooting en présentiel dans le studio, il est 100% à distance. Il peut venir quand il veut, mais c'est du montage vidéo, on s'entend. Il veut faire ça, je ne le forcerai pas à venir travailler sur l'ordi du bureau, faire du chemin pour rien. Right? Fait que c'est juste d'offrir ce respect-là, cette accessibilité-là, puis cette flexibilité-là. Je pense que ça aide à créer une meilleure relation avec
avec ton équipe. Là, oui, vraiment. Absolument. Je suis 100% d'accord. Oui, non, c'est intéressant. Puis, j'aimerais amener une question qui est en lien avec ta valeur ajoutée de faire affaire avec Clémence. Disons que je suis une entreprise, puis je vais engager un autre monteur vidéo, par exemple. Je vais poster un offre sur Indeed. Je vais avoir des candidats. Là, c'est sûr, là, je suis dans le contexte de gérer ça moi-même, mais mettons, j'ai mes RH qui gèrent ça. C'est quoi l'erreur dans ce processus-là que je pourrais rencontrer? Est-ce que je pourrais rencontrer une perte de temps, une perte d'argent, versus faire affaire avec une personne comme toi? C'est sûr que les industries vont faire affaire avec une agence de placement pour différentes raisons. Okay. Donc, ils vont tous avoir des raisons différentes. Tu as certaines entreprises qui n'ont aucun département RH. Tu en as à l'inverse qui vont me dire, mais Clémence, pourquoi je ferais affaire avec une agence de placement si j'ai toute une équipe dédiée au recrutement? Tu serais très surpris. J'ai énormément de clients qui ont soit des personnes ou soit des équipes dédiées à 100% au recrutement et qui font affaire avec moi quand même. Explique-moi ça. Oui. En fait, les RH ne peuvent pas porter... ils portent déjà plusieurs chapeaux. Donc, les RH portent déjà plusieurs chapeaux. C'est sûr qu'on ne peut pas être expert dans tout. Hein. Chaque personne a son expertise. Quand tu es au niveau du recrutement en grande entreprise et que tu vas faire des postes d'ingénierie, des postes de construction, des postes de production, des postes RH, à un moment donné, tu ne peux pas tout connaître. Il y a certaines particularités qui sont propres à certaines industries et le domaine de la finance, comptabilité, paye en est une. Il y a vraiment certaines particularités à connaître et au niveau des candidats, et au niveau des technicalités, et au niveau de ce qu'on retrouve comme demande dans le marché. Donc, parfois, oui, tu vas recevoir une facture qui peut sembler dispendieuse, mais la perte de temps ou la perte de formation d'une personne qui va quitter après 2 semaines parce que ses besoins n'auront pas nécessairement été validés correctement au début. Il y a tout ça qui vient en ligne de compte. Puis on s'entend que payer une facture pour une ressource essentielle comme quelqu'un qui s'occupe de tes finances ou de ta comptabilité, c'est un poste clé au sein d'une entreprise. Tu ne veux pas donner ça à n'importe qui. Tu ne veux pas la première qui postule sur Indeed, tu veux la bonne. Puis les gens ils écrivent dans leur offre d'emploi, on cherche la perle rare. La fameuse perle rare, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a vraiment un candidat parfait qui va rester... Tu n'as pas de contrôle là-dessus, là? En fait, oui et non, parce que si tu fais bien ton travail, tu es capable de déceler chez cette entreprise-là qu'est-ce qui est leur besoin. Right. Encore là, il y a des discussions difficiles à avoir parfois, parce que tu as des entreprises qui manquent de structure, qui n'ont pas d'avantages invitants, mais ils cherchent la perle rare. J'ai beau avoir la meilleure candidate à leur présenter, elle ne voudra pas aller travailler là-bas. Oui, parce que j'imagine que cette personne-là va rentrer là, si c'est pas structuré, elle va s'amener à faire des tâches qui n'étaient pas écrites dans son contrat. Puis là, tu sais, fais donc ça. Puis là, ça peut être épuisant, j'imagine. Oui, puis la perle rare, elle veut la perle rare dans son poste aussi. Elle veut trouver le bon poste aussi. Donc, elle veut pas l'entreprise... boboche là, du coin de la rue. Tu sais, bon, quand je disais tantôt qu'il y a une chaise pour chaque personne, c'est le cas. Mais une entreprise qui va manquer de structure ou d'avantages ne pourra pas attirer cette perle rare-là nécessairement. Tu peux être super chanceux et tomber sur cette ressource-là, mais ça peut être très rare. Donc, de là, mon travail d'être capable de dire les vraies choses à l'entreprise. Ouais. Puis c'est là que je me différencie. Je suis quelqu'un qui connaît bien le marché. Donc, c'est des discussions difficiles parfois à avoir avec mes clients quand ils vont me parler, Clémence, je ne peux pas offrir de télétravail, mon salaire est tant, votre salaire est tant, mais le marché n'est pas là. Donc, si vous voulez la perle rare, j'ai besoin qu'on soit entre telle et telle braquette. Et c'est là, à ce moment-là, que je vais avoir des beaux placements. Quand j'ai besoin de restructurer une entreprise, de structurer une entreprise puis de lui donner un peu le vrai topo du marché, d'avoir cette discussion difficile-là, à 99 % je vais placer. C'est toujours là, c'est mes plus beaux placements. Parce que s'ils écoutent mes conseils, on va être capable d'amener le poste à un autre niveau et que le poste soit très intéressant. Puis là, à ce moment-là, avec un poste très intéressant, là, j'ai des candidats de qualité qui veulent appliquer dessus. Est-ce que ça peut être difficile, justement, d'avoir ces discussions-là difficiles avec ces propriétaires-là, de mettre carte sur table, ça marche pas, il faut changer? Oui, absolument. C'est sûr que c'est pas facile. À la fois, quand tu fais affaire avec un expert, c'est que tu veux te faire dire les vraies choses. OK. Ouais, tu veux pas un yes man, on s'entend. Non, parce que, un peu comme dans le domaine de la construction, si finalement tu décides que tu veux faire affaire avec quelqu'un, tu veux pas qu'il te dise oui, tout se fait. Tu veux qu'il te dise les vraies choses. C'est un expert, il est expert là-dedans. Il a accès à certaines informations que tu n'as pas. Donc, c'est important que cette personne-là te dise les vraies choses. Et tu vas beaucoup plus te rappeler d'une personne qui te dit les vraies choses et qui t'enligne pour la suite que quelqu'un qui va juste te prendre le mandat, qui va faire semblant de faire les recherches, mais qui sait très bien qu'il n'y a personne qui va vouloir appliquer sur le poste, puis qui finalement n'aura aucun résultat. Donc, je pense que c'est là qu'on se différencie beaucoup. Clémence, parle-moi d'un success story de placement que tu as vraiment, ça venait te chercher, tu as dit « Hey, c'est pour ça que je fais
mon travail. C'est pour ça que j'ai parti mon entreprise. J'en ai plusieurs en tête, donc 3 qui sont vraiment... écoute, vas-y. Qui sont restés, je te dirais. Écoute, j'en ai un jour, j'allais prendre un verre avec une collègue. Okay. On a pris un chauffeur Uber. Ouais. Donc, j'ai laissé des lunettes à 500 $ dans le chauffeur, dans le transport Uber. Je m'en suis rendu compte par la suite. Donc, j'ai contacté la compagnie, tout ça. Ils m'ont mis en contact avec le chauffeur Uber qui m'a donné rendez-vous le lendemain à l'entreprise dans laquelle il travaillait pendant la journée. Okay. Donc, en tant que bon recruteur, on pose beaucoup de questions, c'est un peu ça notre métier. En étant sur place, mon Dieu, j'étais surprise parce que j'ai trouvé que la personne était tellement intègre et honnête. Hein, il aurait pu... il aurait pu garder les lunettes, les vendre, whatever. Non, ça, c'est sûr. Absolument. Donc, en parlant avec lui, je me suis rendu compte que c'était un assistant contrôleur dans une grande entreprise à Laval. Et c'est exactement le type d'expertise que je fais. Donc, ça a été vraiment une belle discussion. Puis, je lui mentionnais, je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que tu es chauffeur Uber le soir et tu travailles en entreprise pendant la journée? Même si je me doutais de la réponse, j'aime quand même connaître un peu la réalité de la personne. Puis, il me mentionnait, il dit, Clémence, écoute, j'ai pas nécessairement les avantages que je veux ici ou j'ai pas nécessairement le salaire que je recherche pour subvenir aux besoins de ma famille et tout ça. J'ai tellement aimé le candidat et écoute, je te dirais au niveau de ses valeurs personnelles, parce que quand tu vois que quelqu'un se donne du fil à retordre pour t'aider, pour te remettre un objet en plus de valeur que lui aurait pu garder et tout ça, je l'ai trouvé intègre, super honnête. Wow. C'est des valeurs pour moi qui sont super importantes. Donc, je me suis fait un mandat personnel de le placer. De le placer? Oui, absolument. Je l'ai rencontré en entrevue, je l'ai envoyé à l'époque, je travaillais pour une grande entreprise, donc je l'ai envoyé à toute mon équipe. Écoute, j'ai vraiment vendu son profil. J'étais vendue moi-même. Je voulais le placer. Je vais toujours me rappeler de cette histoire-là, puis je l'ai placé comme contrôleur avec un salaire vraiment plus intéressant dans une belle entreprise l'Est de Montréal. Donc, je suis pas mal persuadée qu'à ce jour, il n'est plus chauffeur Uber le soir et se concentre là, à 100% sur mon poste. Tu vois, comme une rencontre impromptue ou une situation plutôt négative. Initialement, c'est comme « Ah, merde, je viens de perdre mes lunettes à 500$. » Oui. Mais là, tu viens de changer la vie complètement de la personne. Aussi. Absolument. Mais on change des vies en recrutement. C'est beaucoup ça. Les gens ne comprennent pas l'impact qu'on a sur les candidats, beaucoup plus sur les candidats que sur les clients, parce que les clients, bon, c'est une ressource, on va placer quelqu'un, mais les candidats, ça change complètement leur vie. C'est leur gagne-pain, on s'entend. Là? Absolument. Mais la recherche d'emploi est vraiment un processus important pour une personne. C'est quelque chose qui touche tout le monde autour de cette personne-là. Donc, tu as un contexte, tu as les enfants de cette personne-là, tu as les conjoints, tu as les amis. C'est une étape super importante dans une vie, la recherche d'emploi. Puis d'être bien accompagné ou de se faire bien conseiller fait toute la différence. Parce qu'à la fois, il y a des conseils aussi à donner aux candidats qui ne sont pas toujours faciles, mais on n'a pas le choix de les coacher si on veut les aider à réussir leurs entrevues, justement, puis à atteindre l'objectif final qui est de se trouver un emploi, si on veut. C'est fou, ça. Cette personne-là, justement, je suis persuadé qu'elle a un meilleur salaire, mais de lui permettre d'avoir un job qui finance sa vie et que son temps de Uber, ben là, il peut le mettre dans sa vie familiale, dans sa vie personnelle. C'est ça le changement de vie qu'on offre. Là, absolument. Tout le monde est confronté à avoir un travail puis gagner de l'argent. Fait qu'autant passer la majeure partie de sa vie dans un travail que t'aimes faire, là. Tu sais, qu'il y a des belles conditions, des beaux avantages, une belle gang que t'aimes travailler avec. Sinon, je trouve que la vie est triste. Ah, c'est très, très important d'être bien dans ce qu'on fait. Puis, tu vois, ce candidat-là, c'était un nouvel arrivant. Donc, c'est sûr que j'ai encore plus changé sa vie compte tenu de cette situation-là, parce que parfois, quand les nouveaux arrivants vont arriver ici, ils ont beau avoir une super belle scolarité, ils ont toujours des preuves à refaire, de l'expérience canadienne à aller chercher. Ce n'est pas un processus facile. Moi, je l'ai vu avec le père de mon fils, justement, qui est arrivé de Colombie vers la trentaine, qui a dû changer de carrière. Donc, c'est vraiment une réalité que j'ai vue. Puis, je te dirais que ça, c'est quelque chose qui transparaît beaucoup dans mes processus. J'aime pouvoir aider ces gens-là. Je ne peux pas aider tout le monde. Les entreprises recherchent vraiment beaucoup l'expérience canadienne. Ça, je le vois. Ou même, du moins, l'expérience dans le domaine à la base. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est beaucoup plus facile d'aider un candidat à partir d'1 an d'expérience en comptabilité. Mais il y a certaines ouvertures. Il y a des beaux challenges que tu aimes. Oui, absolument. Puis ce candidat-là, je suis vraiment heureuse pour ça parce que pour lui, sa carrière est lancée. Puis à ce moment-là, ça a vraiment changé la donne. Avant d'embarquer dans tes deux autres histoires, justement, dans tes success stories, c'est quoi... Tu sais, on se lève tous le matin. C'est quoi la petite flamme? Tu sais, quand on réveille le matin, qu'est-ce qui te fait genre, hey, let's go, je vais attaquer ma journée? Comment tu décrirais ça? Okay.
Oui, absolument. C'est drôle que tu dises ça parce que quand j'en parle, les gens me disent « tu as des étoiles dans les yeux » puis c'est vraiment exactement ça. J'adore ce que je fais. J'ai l'impression de ne pas travailler depuis 9 ans, pour être 100% honnête. Oui, j'ai eu un déclic quand j'ai commencé en étant chasseur de tête. C'est quelque chose qui vient tellement me chercher pour différents aspects parce que tu n'as pas que le recrutement. Tu as le recrutement, tu as l'aspect développement d'affaires, tu as l'aspect relationnel, l'aspect négociation, l'aspect de vente. C'est tellement varié. Ça me passionne à 100%. Mais je te dirais que c'est beaucoup de guider, de conseiller et d'aider les gens. C'est très valorisant. J'aime ça ce que tu dis. J'aimerais amener un astérix parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu n'as comme pas le choix, dans le sens, sinon, pourquoi tu fais ça, tu sais, de te sentir motivé puis d'avoir des étoiles dans les yeux, de te sentir accompli. Mais tu sais, un employé qui écoute ça, qui est comme... Je me sens pas de même, là, tu sais. Comment on peut atteindre ce sentiment-là? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est nécessairement, est-ce que je devrais devenir un intrapreneur, de vouloir plus prendre de responsabilités, m'accomplir plus à ma job? Right? Parce que nous, c'est intrinsèque, on a besoin de ce feeling pour performer, I guess. Qu'est-ce que tu dirais justement à un employé qui vit ça? Qui n'est pas bien dans son poste? Ben, non, mais ou qui pas dans son comment je pourrais dire ça? Qui n'est pas accompli, mais qui c'est correct. C'est pas plus, mais c'est correct. Mais qui veut plus, right? Bien, en fait, chaque personne est différente. Puis si on était tous des entrepreneurs, ça serait pas, ça fonctionnerait pas. Non, c'est une économie, on s'entend. Si on était tous des employés, ça fonctionnerait pas non plus. Donc, tu sais, je pense que chaque personne est différente. Il y a des gens autour de moi que je connais qui aiment la routine et qui sont bien là-dedans. Donc, ça dépend de chaque personne. Ouais, ben oui. Ceci dit, c'est sûr qu'il y a des métiers, des fois, tu vas avoir une passion pour un métier, puis malheureusement, ce métier-là n'est pas nécessairement un métier qui a des bonnes conditions ou dans lequel tu peux vraiment avancer. Ça, c'est une difficulté parce que tu es toujours entre deux. C'est ma passion, mais c'est pas un métier duquel je peux vivre. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent cette réalité-là puis qui est pas facile. Je te dirais, je pense que c'est primordial d'être bien dans un poste. Pour moi, c'est super important. On passe beaucoup plus de temps même au travail qu'on en passe avec notre famille. Parce que si tu regardes à peu près au travail, on passe un 37,5 à 40 heures, si on veut, pour les salariés. Les entrepreneurs, ça, c'est une autre réalité. On passe beaucoup plus de temps. Les heures, on les calcule pas. Ceci dit, avec ta famille, tu vas avoir une portion là-dessus que tu vas dormir, une portion que tu vas vivre ton quotidien, la semaine, les devoirs, les ci, les ça. Mais, bref, c'est pas... tu passes beaucoup de temps au travail, puis c'est primordial d'aimer ce que tu fais, d'aimer ton équipe, d'aimer les tâches que tu fais. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font que tu vas être bien dans un poste ou non. Parce que si tu regardes un peu les postes de comptabilité, ça va être relativement toujours les mêmes tâches, mais c'est le contexte qui va venir changer. Donc, en PME, en grande entreprise, en solopreneur, dans un start-up. Donc, tu sais, c'est vraiment, c'est ça qui va venir faire la différence au niveau de ton équipe, de tes tâches et tout ce qui vient autour, le contexte. C'est tellement, puis tu touches un excellent bon point de, comme, principalement ce qu'on passe notre temps dans notre vie, disons, pour notre passe-temps, c'est travailler. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien à faire entre ne pas se sentir accompli dans notre travail et peut-être l'épuisement mental, l'anxiété, le stress, name it? Parce qu'il y a un lien qui est relié à ça, vu qu'on passe tellement de temps dans notre vie dans quelque chose qu'on le fait par besoin, nécessité de payer des bills, mettons. Oui, absolument. Donc, ça joue énormément. Puis quand je parlais de reconnaissance tout à l'heure, c'est vraiment un critère hyper important. Puis moi, tu vois, je vais placer beaucoup un certain créneau de personnes. C'est pas nécessairement parce que je le recherche, c'est parce qu'en Estrie, dans les postes opérationnels, j'ai beaucoup de femmes. À 95%, ça va être des femmes que je vais placer. Dans les postes opérationnels, ce n'est que ça. Fouille-moi pourquoi, c'est vraiment spécial. Mais j'ai remarqué que c'est une clientèle qui est très émotive aussi. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'être reconnus. Je le vois, puis il me le mentionne dans les raisons de départ. C'est une des principales, je te dirais, tantôt je parlais du salaire, mais je me fais beaucoup parler aussi de la reconnaissance. Il y a des gens qui vont changer de poste vraiment uniquement pour ça, puis c'est important de le prendre en considération. Puis oui, quelqu'un qui se donne 40 heures semaine, qui accepte le temps supplémentaire, qui en fait tellement pour l'entreprise, mais qui ne reçoit pas ça en retour, ça peut clairement causer du stress, de l'épuisement. En fait, c'est ça, un épuisement. C'est de ne pas avoir de reconnaissance et de se donner tellement pour quelqu'un qui ne fait pas la même chose en retour. Donc, c'est qu'à un moment donné, la personne s'oublie complètement. Elle se donne trop. Puis à ce moment-là, ça peut avoir un gros impact, oui, sur son stress, sur son anxiété, sur sa performance, sur sa confiance en soi. J'ai des candidates qui vont parfois pleurer dans les processus, qui vont être découragées. Ça peut être très difficile. Puis ça,
ça dépend encore là toujours des processus, mais il y en a qu'après 7-8 entrevues, ils ne seront pas retenus, ils vont commencer. Je vois beaucoup la tangente, je vois le changement chez la personne. Elle va beaucoup se questionner, elle va se demander si c'est elle le problème, si c'est ses compétences, sa personnalité. Et ce n'est pas toujours ça, c'est loin d'être ça. En fait, oui, c'est sûr que si tu n'es pas sélectionné en entrevue, souvent, ça va être, bon, il va avoir soit la personnalité ou les compétences, mais ce n'est pas que ça. Puis nous, on le voit en agence. On voit tout l'autre côté de l'entreprise. Il peut y avoir toutes sortes de facteurs pourquoi la personne n'est pas retenue, autre que ses compétences ou sa personnalité. Des fois, le client, l'entreprise part avec une idée au départ, puis finalement, dans le processus qui évolue, il se rend compte qu'il a besoin d'un candidat plus senior finalement. Il se rend compte que... il y a un contact en commun avec une des personnes que j'ai envoyées en entrevue, donc ça a cliqué puis ça a fait en sorte qu'il l'a embauché. Donc, pour une personne qui a embauché, j'en ai peut-être 5 autres qui finalement ne le seront pas, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas fait une bonne entrevue. C'est parce que pour ce poste-là précis, il y en a une qui a vraiment encore plus correspondre au profil qu'on recherche. Je te donne un exemple, si ça te dérange pas. J'ai une entreprise l'autre jour qui a engagé une de mes candidates et donc j'en ai une qui n'était pas retenue. Puis elle m'a dit, ma cliente me dit, Clémence, écoute, j'ai aimé cette candidate-là, elle avait de la drive, elle avait du caractère, elle avait vraiment ce que je recherchais comme type de caractère. À l'inverse, l'autre personne que j'avais envoyée était beaucoup plus douce, beaucoup plus conciliante. Puis cette personne-là m'a téléphoné par la suite, on a fait un petit suivi d'entrevue, puis elle m'a dit, Clémence, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Mais j'ai dit, écoute, dans certains cas, oui, je peux te donner des trucs pour t'améliorer, ça, il n'y a aucun problème, ça fait partie de mon travail. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'amélioration à faire. Cette personne-là, elle est comme ça. Elle est douce, elle est conciliante. Et c'est une belle personnalité aussi. C'est juste que pour ce type de poste-là, avec certains membres de l'équipe qui se sont ajoutés dernièrement, ma cliente, durant le processus, a dû changer un peu les critères, finalement, pour établir le parfait fit de personnalité. Mais dans quelques semaines, je vais avoir un poste pour une personne qui est douce et conciliante. Donc, il ne faut pas penser que ce n'est pas une bonne chose. Chacun a sa personnalité et il y a vraiment une chaise pour chaque personne. Est-ce que ça peut faire peur à un employeur, justement, qui rencontre quelqu'un en entretien d'embauche, qui pas intense, mais il y a vraiment une grosse drive, là, dans le sens, hey, moi, je me vois là, je veux monter, je m'attends à tel salaire, tu sais, qui sait ce qu'il vaut, puis est-ce que ça peut être intimidant, dans le sens où il aimerait peut-être quelqu'un, je veux pas utiliser ça, mais de plus docile, de plus malléable? Est-ce que ça dépend du poste? Est-ce que ça peut faire peur, justement, quelqu'un qui a plus de tendance entrepreneuriale, on va y aller de même, là, des compétences, des soft skills de même? Ça peut faire très peur à un employeur pour différentes raisons. J'en ai une, justement, que j'ai en tête, que j'essaie de placer depuis un petit bout. J'adore sa belle personnalité, mais effectivement, elle a de la drive. Je pense que ça peut faire peur à un employeur, parce que l'employeur va toujours se demander, il va pas voir le placement à court terme, il veut que la personne reste à long terme. Donc, est-ce que son entreprise va correspondre à ses besoins à long terme? La personne, elle semble super ambitieuse, donc dans quelques années, elle va peut-être quitter. J'ai peut-être pas les possibilités d'avancement à long terme à lui donner. Donc oui, il y a certains types d'entreprises qui vont rechercher ce type de personnes-là super ambitieux. Il y en a d'autres qui, à l'inverse, vont vouloir quelqu'un un petit peu plus conciliant. Et malheureusement, il y a une réalité en entreprise qui fait qu'il y a beaucoup de gens beaucoup d'entreprises qui vont encore aimer ce type de profil-là. Non seulement pour le fit aussi de l'équipe, parce que ça dépend de l'équipe que tu as, mais parce que ce type de candidat-là va avoir de la difficulté à lever le flag aussi quand ça va être trop. Donc, ils vont prendre des tâches, ils vont se surmener, ils vont en donner beaucoup. Il y a encore des entreprises qui aiment ce type de profil-là pour cette raison-là, parce que la personne va prendre le travail de 2 personnes, donc l'entreprise n'aura pas besoin nécessairement d'embaucher une autre ressource. Donc, eux, ils pensent que c'est la solution. Exactement, mais ce n'est pas une solution parce qu'après quelques années, ton employé part en maladie. Ça, c'est souvent une tangente que je vais voir. L'employé va en avoir pris trop dans les dernières années. Elle va quitter en maladie. Là, à ce moment-là, on se ramasse avec 2 postes vacants. Donc, la surcharge de travail et le poste que la personne occupait. C'est intéressant ce que tu as dit. Fait que dans le fond, elle se pousse puis elle veut se prouver, cette personne-là, jusqu'à temps qu'elle atteint un point de saturation de « je suis plus capable de travailler », c'est trop intense. Absolument. Puis, je suis en maladie. Quand on parlait d'épuisement tantôt, c'est une des meilleures façons de se rendre à l'épuisement, c'est de ne pas s'écouter et de toujours prendre une charge de travail qui n'est pas... De dire tout le temps, oui, peux-tu faire ça? Oui, parfait, je le fais. Puis... Oui, parce qu'une charge de travail normale est supposée rentrer dans un horaire normal de travail. De contrat, exact. Oui, tout dépendant toujours aussi comment la personne est performante et à quel niveau elle est performante, là, c'est certain. Sauf que tu as beaucoup d'entreprises qui encore, parfois, ne vont pas évaluer nécessairement la charge de travail qui est donnée à un employé ou par contexte de restructuration, vont décider de ne pas remplacer tel poste.
Mais c'est une erreur de faire ça. Parce que la surcharge de travail que tu donnes à ton employé, à long terme ou à moyen long terme, cette personne-là, elle va quitter, puis on va devoir embaucher non pas une personne, mais 2 personnes. J'aimerais qu'on aborde un sujet que je discute tout le temps quand on est en contexte de ressources humaines. Le terme « quiet quitting », que tu connais peut-être. Oups, non. Non? Ah, le quiet quitting? Quiet quitting, oui. OK, excuse-moi. Ouais, Non, c'est correct. Quiet quitting. Tu sais c'est quoi? Oui, dans le fond. Ben, juste. Je peux peut-être donner ma définition de comment je l'interprète, là, mais un employé qui signe un contrat, je sais pas, 40 heures semaine, 9 à 5, son collègue de travail lui demande: est-ce que tu peux rester 2-3 heures de plus aujourd'hui? J'ai besoin de ton aide pour finir tel mandat. Je vais lui répondre: non, je finis à 5, je m'en vais chez nous, on va attendre à demain. Comment on affronte ça en tant qu'employeur, disons? Est-ce qu'on est conciliant? Est-ce qu'il y a une part de travail par rapport à l'employeur ou justement de l'employé, de genre, je suis peut-être pas à bonne place, pour ça que je fais pas les efforts? Ou c'est mon contrat, tu sais? Il y a comme une ligne grise à on fait quoi avec ça, right? Oui, je comprends. Je pensais pas que c'était cette définition-là. OK, non, OK, ben toi, tu me donneras après peut-être là, de comment tu voyais ça, mais par rapport à ma question. Je pensais que tu voulais dire un employé qui quitte sans nécessairement le mentionner ou non, c'est ça, c'est quiet quitting, c'est comme garder sa job, mais faire ce qui est demandé, le minimum, dans le fond. Ouais. Le minimum. Bien, encore là, tu vois, je pense que ça dépend des contextes d'entreprise et ça dépend des types d'entreprises. Parce que en PME, ce genre de comportement-là est difficilement acceptable. Puis ça, je le vois. La plupart de mes PME vont vouloir des gens travaillants, des gens, qui ne sont pas nécessairement à l'heure près. Puis c'est normal, comme propriétaire d'entreprise, tu veux sentir que la personne se donne aussi pour t'aider dans sa charge de travail et tout ça. À l'inverse, le candidat a aussi une réalité familiale à prendre en considération, mais je pense que ça se sent chez la personne si la personne quitte pour sa réalité familiale, mais qu'elle veut t'en donner plus à un autre moment. Tu vas le sentir. Écoute, aujourd'hui, je dois quitter, mais demain, je m'en occupe à 100 Tu le sens, je pense, chez la personne. Je pense qu'on est dans un contexte où, là, on est revenu un petit peu vers un marché d'employeurs. Donc, c'est sûr que les candidats qui ont ce type de comportement-là, ça va être moins les candidats recherchés par les entreprises, je te dirais. Okay. Les entreprises aiment bien les candidats qui sont travaillants, c'est certain. Oui. Ce côté fonctionnaire-là, parfois, en PME, c'est ça. Il n'est pas... ça, c'est une bonne définition. Puis, je pense, honnêtement, au Québec, on est majoritairement des PME, mis à part le gouvernement. Donc oui, on veut des gens qui sont impliqués, qui sont prêts à faire des heures supplémentaires, tu sais, mais je comprends aussi la mentalité de genre, c'est mon temps, il faut que je respecte mon temps familial. Puis il y a peut-être des red flags dans le sens, mettons, je suis employé, puis je suis pas à rentrer dans une entreprise, puis j'ai commencé à avoir ces comportements-là. J'ai peut-être demandé à mon boss, je peux te quitter vendredi un petit peu plus tôt parce qu'il faut que j'aille chercher mon enfant ou une activité, tu sais. Puis il me refuse ça plusieurs fois, mais j'ai peut-être moins le goût de te donner, tu sais, si toi, tu m'en donnes pas. Fait que je comprends quand même. C'est toujours partagé parce que j'ai beaucoup de candidats qui vont mettre l'accent, comme je te disais tout à l'heure, sur leur bien-être, sur leur réalité familiale, puis ça, c'est important à considérer. Ceci dit, ils vont être capables de montrer à un autre moment qu'ils vont démontrer des efforts dans une période de pointe où l'employeur va le sentir à un autre moment que l'employé est là pour l'aider. Donc, c'est toujours... Je pense qu'on le voit chez une personne quand la personne, justement, veut avoir son équilibre de travail, mais qu'elle est prête à donner dans d'autres périodes. Donc, c'est toujours plus ce type de candidat-là qui est recherché. Ça, je le vois. Par contre, du côté candidat, les candidats le demandent beaucoup encore au niveau, c'est ça, du bien-être, de la réalité, justement, la flexibilité du travail. Et c'est correct. Je pense que de bien concilier les deux, mais que les attentes soient claires, c'est ça l'important. Par rapport à notre audience, disons que tu avais quelques trucs à donner à quelqu'un qui a un entretien d'embauche dans les prochains jours, comment bien se préparer, peut-être comment bien comprendre le non-verbal de l'employeur, comment est-ce qu'il faut plus l'écouter, faut-tu plus... comment on se prépare mentalement à un entretien d'embauche? Oui, absolument. Moi, je vais toujours donner comme conseil d'aller faire ses devoirs. Donc, d'aller vérifier sur Internet, aller googler l'entreprise, aller voir c'est quoi son type d'industrie, c'est quoi son type de clientèle, qu'est-ce qu'elle fait ou vend comme type de service ou de produit. Ça, c'est la base. On arrive préparé. Hein, on veut pas avoir l'air de ne pas savoir de quoi on parle, puis où est-ce qu'on s'en va, puis faire des entrevues à la chaîne. C'est super important de connaître l'entreprise. En même temps, ça permet aux candidats de voir si l'entreprise correspond un peu au niveau des types de produits, services à ce que la personne recherche. De faire attention à son habillement, oui, d'avoir une présentation soignée, c'est toujours quelque chose qui est regardé. Par contre, d'y aller avec une tenue confortable, une tenue qui représente la personne. Donc, si la personne s'habille différemment de ce qu'elle va porter au quotidien et ne se sent pas à l'aise, je pense pas que ça va se
il va avoir une répercussion dans son Il va avoir un entrevue. clash. Donc, je pense que c'est important que la personne soit bien avec comment elle est vêtue au moment de l'entrevue. Bon point. De 3, moi, je trouve que c'est toujours super important de faire attention du moment que tu franchis la porte ou que tu sors de ton véhicule, même dans le stationnement, à toutes les personnes que tu rencontres sur le chemin pour te rendre dans ton entrevue. Pourquoi? Parce que tu ne sais jamais quand le gestionnaire de l'entrevue peut aller demander, suite à votre rencontre, aux employés que tu as croisés sur le chemin, comment vous l'avez trouvé? Ça a été quoi votre premier contact avec cette personne-là? Est-ce que vous la sentez bien ou pas du tout? Tu vois, moi, j'ai un ancien patron, il faisait ses entrevues dans un restaurant et il testait, il analysait un peu comment la personne qui est en face de lui, qui l'embauchait pour être cadre, parlait au serveur ou à la serveuse. Wow. Pourquoi? Parce que ça démontre un peu comment la personne va être avec ses subordonnés. Est-ce que c'est une personne qui est condescendante ou, à l'inverse, c'est une personne qui est super respectueuse, donc qui va vraiment être capable de parler à un employé au même niveau. C'est tellement un bon test, on s'entend. Oui, wow. absolument. Je trouve que c'est une analyse qui est super intéressante. Puis, pour moi, ce seraient les 3 conseils que je donnerais. C'est hot. J'avais vu ça dans une vidéo, justement, d'un recruteur, je pense qu'il disait ça, mais tu rentres dans une entreprise, puis là, il y a l'entrée, puis là, la secrétaire, tout ça. Les gens ont souvent tendance, parfait, secrétaire, OK, vous avez un rendez-vous avec le boss dans quelques minutes, asseyez-vous, tu sais. Mais prenez le temps, peut-être, à discuter avec la secrétaire de « Hey, genre, ça fait combien de temps que tu travailles ici? T'aimes-tu ça? C'est quoi la vibe un peu avec l'équipe? Ça a changé, tu sais? » Parce qu'en quittant ton entrevue, c'est comme, hey, comment tu as trouvé cette personne-là? Ben, tu sais, j'ai pris le temps d'y parler avec. Là. C'est peut-être une potentielle personne qui peut se rejoindre à l'équipe. Absolument. Déjà là, tu sais, mais fais-le pas, je pense, dans le but d'aller, il faut que j'aille closer une job. Fais-le par intérêt, exact. Right? Un vrai intérêt de genre, quand tu rencontres quelqu'un ou quand tu vas en date, mettons, ben, tu t'intéresses à la personne, right? Tu veux la rencontrer, tu veux. Fait que, moi, je le vois de même aussi. Oui, puis tu connais jamais la relation non plus. Peut-être que la réceptionniste, écoute, ça fait 30 ans qu'elle travaille pour l'entreprise, puis que le propriétaire se fie énormément à son opinion. Donc, non, c'est important de le faire, puis c'est important de le faire pour les bonnes raisons, comme tu dis. Par intérêt, que ce soit naturel aussi. J'aime ça. Oui. J'aime vraiment ça. Ouais, c'est cool. Ben, c'est des exemples concrets. Puis, comme tu disais, là, en ce moment, on est plus dans un marché d'employeurs. Tu veux-tu développer là-dessus, dans le sens, c'est quoi un marché d'employés puis un marché d'employeurs? Oui. Il y a plusieurs années, suite à la COVID, on est vraiment tombé dans un marché employé parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'employés disponibles pour des types de postes donnés sur le marché. On a eu une pénurie de personnel. Donc, quand il y a une pénurie de personnel, c'est sûr que les employés ont le plus gros bout du bâton au niveau justement des conditions. Ouais. Donc, c'est là que le télétravail est vraiment venu en grand. Ouais, c'est ça. On a vu l'explosion du télétravail, l'horaire flexible, 32 heures. Là, ça ne finissait plus, la liste de critères que les candidats avaient. Par la suite, avec le resserrement économique... C'était-tu too much dans le sens où c'était comme les employés sentaient qu'il y avait... Pour certains, oui, parce que tu as certains candidats qui sont très demandants, qui ne vont pas déroger de leur liste de critères. C'est sûr que ça, chez un employeur, les employeurs sont frileux avec ça, parce qu'ils vont avoir peur d'embaucher une personne comme ça qui, du moment qu'elle ne sera pas satisfaite au niveau d'une condition, ils vont avoir peur qu'elle quitte. Donc, c'est pour ça que c'est toujours... Il faut que ça soit partagé. Et le candidat peut avoir une liste de critères et c'est normal de les avoir, mais il doit aussi faire ses preuves pour que l'entreprise ait envie de lui offrir. Donc, moi, en étant un intermédiaire entre ces deux-là, c'est toujours le conseil que je vais donner à mes candidats. C'est normal de le vouloir, le télétravail, l'horaire flexible et tout ça, mais à l'inverse, il y a aussi des preuves à aller faire. Puis moi, la première, c'est vraiment ce que j'ai fait quand j'ai commencé en grande entreprise. Je n'avais pas nécessairement toute la flexibilité que je voulais, la latitude, l'autonomie que j'ai eue après plusieurs années parce qu'ils ont vu là, les résultats que j'avais, la performance que j'avais, mais je suis allée gagner cette confiance-là. Et ça, c'est un conseil que je me sers souvent. Donc, je me sers souvent dans mes processus de recrutement, justement. Nice. Non, mais c'est bon à savoir parce que en ce moment, bon, un employeur, faut peut-être pas rendre l'HQ, mais de faire la part des choses, puis de comprendre le contexte, puis comme tu disais, faire ses recherches pour une entreprise, c'est tellement important. Tu sais pas à qui tu as affaire. Intéresse-toi à la personne. Fait que c'est tellement des bons conseils, mais les gens, peut-être, ils pensent pas à ça. Puis, ou au contraire, ils vont peut-être être over-prepared, comme trop préparer l'entrevue, puis ça peut peut-être se faire sentir un peu être malaisé, le stress, l'anxiété. Fait qu'il y a comme un juste milieu, j'imagine.
à aller chercher? Il y a un juste milieu. C'est sûr que c'est toujours plus vendeur quelqu'un qui est naturel. Ouais. Ceci dit, en entrevue, le stress parfois va embarquer, l'anxiété de la personne, on ne connaît jamais son type de personnalité. Puis ça peut, effectivement, l'employeur doit le prendre en considération, cet aspect-là. Parce qu'un candidat peut avoir une super personnalité, mais que malheureusement, en entrevue, ça ne sera pas le plus vendeur. Tu as beau avoir les meilleures compétences du monde, si tu n'es pas capable de les mettre en valeur, c'est sûr que ça ne fera pas de toi, tu ne seras pas le candidat gagnant, si on veut, malheureusement. Par contre, chez un comptable, on va chercher ses compétences. On n'a pas nécessairement toujours besoin que ça soit quelqu'un de super extraverti non plus. Donc, ça va vraiment dépendre là, des processus et de l'équipe. Donc, excuse-moi, ma réponse n'est pas claire. Non, mais ça va dépendre. Il y a beaucoup de variables. Il n'y a pas de réponse claire dans le sens, ça dépend de l'employeur, ça dépend de la vibe. Comme tu disais, des fois, des gens cherchent plus des go-getters, des leaders, whatever. Des gens qui, je veux peut-être quelqu'un qui est un petit peu plus flexible, que je veux peut-être former à l'interne, qui a peut-être un petit peu moins d'expérience, justement, pour, qu'il faut le monter et le mettre à l'aise dans l'entreprise, qu'il soit tatoué sur le cœur, le logo, right? Fait que je trouve ça cool. Oui, puis on n'a plus les mêmes comptables qu'on avait. On n'a plus les comptables bas bruns, si on veut, super traditionnels. Non, ça a beaucoup, beaucoup changé, je trouve, à travers les années. Tu as des gens super extravertis, super people person. Mais le marché a changé à ce niveau-là, que ce soit en comptabilité ou non. C'est moins corpo qu'avant. Les gens, je trouve, depuis la COVID, prennent plus en considération leurs besoins personnels. Donc, vont se vêtir d'une façon différente aussi. La tendance est plus, justement, moins au corpo, plus au confort, je te dirais. Il y a manière d'être soigné tout en étant confortable. Mais ce n'est pas le même climat corpo qu'on voyait. Exemple, en 2015, où ça a beaucoup évolué. Pas si loin que ça, là, 2015 quand même. Oui, ça a beaucoup évolué. En tout cas, depuis mon début sur le marché du travail. Et tu veux dire comme les tâches en tant que telles, comme comptable, tu veux dire, ou un peu non, les attentes? Au niveau du contexte, je te dirais. Les entreprises ont beaucoup changé justement suite à la pandémie, avec la demande de la longue liste de critères des candidats. Les employeurs ont dû s'adapter, puis ça a fait en sorte que les milieux de travail sont beaucoup plus intéressants. Tu as beaucoup de gens qui vont étudier en comptabilité, qui ne seront pas nécessairement le comptable traditionnel qu'on va s'imaginer. Exactement. Right. Non, c'est vraiment intéressant. Clémence, j'ai une dernière question à te poser. Si tu avais un conseil à te donner à une Clémence de 18 ans, disons que tu faisais un podcast, là, à la place que ce soit moi, que ce soit Clémence de 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Pour aller en recrutement ou en général dans son métier? Parce qu'à cet âge-là, moi, je me remets à 18 ans, je me cherchais beaucoup. Et je sortais de l'école, puis j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie, I guess? Comment je fais pour découvrir mes passions? C'est un peu aussi l'audience qui écoute le podcast, fait qu'à savoir... Qu'est-ce que tu dirais à Clémence? Right? Oui, en fait, c'est très difficile à cet âge-là de savoir exactement ce qu'on veut faire dans la vie. Il y en a certains qui vont avoir un tracé là, tout défini. Pas toujours savoir. Mais c'est plutôt rare, exactement. Souvent, les adolescents, les jeunes adultes de cet âge-là vont se chercher. Puis c'est tellement normal. Je suis la première à avoir eu un parcours super atypique entre l'hôtellerie, le domaine juridique, le RH, le droit du travail, qui a bifurqué finalement vers la chasse de tête, métier que je connaissais pas du tout. Donc moi, c'est en allant justement en grande entreprise, en voulant me trouver un emploi en RH, parce que c'est ce que je pensais qui allait me donner du bonheur en étant en ressources humaines, que je me suis rendu compte que le métier de chasseur de tête existait. Puis, mon Dieu, les étoiles dans mes yeux à ce moment-là, je me suis dit, mon Dieu, que ça illumination, littéralement. C'est comme, ouais, complètement. Il faut que je fasse ça. Ça a été une révélation pour moi parce que ça venait toucher le côté relationnel, le côté développement d'affaires, le côté analyse de la personne aussi, parce qu'il y a beaucoup l'aspect psychologique dans le recrutement. Hein. Tu dois être capable d'analyser la personne, comment elle est vraiment. C'est pas tout le monde qui est un grand livre ouvert. Il y en a qui vont penser beaucoup de choses ou qui vont être qui vont dire des choses, mais qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils disent. Exactement. Ou quelqu'un qui veut avoir l'air de telle personne, mais qui ne l'est pas fondamentalement. Donc, c'est important que tu sois capable de déceler comment la personne, elle est. Donc, tu as plusieurs côtés différents, mais je pense qu'avant tout, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. Je pense que si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, tu vas trouver le temps long. Et il y a tellement de métiers et de possibilités que les gens ne connaissent pas. Je pense que ça vaut la peine parfois d'aller voir un orienteur pour sortir un peu qui on est, mieux se connaître, parce qu'il y a des possibilités qu'on ne connaît pas. Puis moi, la première, ça a été ça quand, justement, j'allais pour me chercher un emploi en ressources humaines en entreprise. Puis c'est drôle, il n'y a pas de saut métier.
c'est correct, il y en a tout plein. Mais moi, être recruteur en entreprise, ça ne m'allumait pas. Je ne me voyais pas nécessairement dans ce poste-là. J'y allais plutôt parce que c'est ce qu'on m'avait conseillé à l'époque. Je savais pas trop, justement, où me diriger. Okay. Et quand j'ai vu qu'il y avait un métier comme ça, de chasseur de tête, qui combinait tous les aspects que j'aimais, j'ai eu une révélation. Ça a vraiment été... écoute, j'ai l'impression de ne plus travailler depuis 9 ans, comme je te dis. J'adore ce que je fais. Le dimanche soir, j'ai hâte au lundi. Et ce n'est pas nouveau. C'est pas comme si je faisais ça depuis 6 mois. Ça fait 9 ans que c'est comme ça. Et chaque gestionnaire et chaque personne que j'ai croisée depuis mon début en chasse de tête me le dit. Clémence, tu as des étoiles dans les yeux quand tu parles de ta profession. Puis c'est comme ça que je me sens aussi. J'adore ce que je fais. Mais c'est pas un métier qui est fait pour tout le monde, par contre. Non, mais clairement, comme on disait, pas tout le monde entrepreneur, pas tout le monde employé. Mais parce qu'il y a tellement de gens, on s'entend, qui attendent juste le vendredi, là, juste aller à la fin de semaine pour voir ses amis ou sortir, whatever. Mais toi, tu le fais vraiment parce que tu es passionné par ça. J'adore ça, juste même si je gagnais à la loto, je continuerais dans ce domaine-là. C'est quelque chose que j'adore. Oui, c'est une bonne question, ça. Mettons, tu aurais tout l'argent au monde, tu n'as pas besoin de travailler. Tu continuerais à travailler? Oui, à temps partiel, fort probablement. Mais non, je continuerais à 100%. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis même avant, quand je ne faisais pas ce métier-là, je me rappelle que j'étais dans des fêtes, exemple, le vendredi soir, samedi soir, et j'ouvrais mon laptop parce que j'avais des amis du père de mon fils qui venaient d'arriver de Colombie, qui avaient des belles professions là-bas en comptabilité. Puis je me disais, attends, je vais t'aider. Je vais ouvrir mon ordinateur. Je suis sûre qu'on va trouver un poste intéressant. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à aimer ça. Mais à l'époque, je me doutais pas qu'il y avait un métier qui guidait... Qui existait ça. Non, qui existait, exactement. Puis par la suite, avec du recul, je me suis mis à penser à ça. C'est drôle, mais même dans mon temps personnel, sans m'en rendre compte, j'aidais les gens à trouver des emplois pour purement aider la personne, si on veut. C'est hot. Mais le conseil numéro 1, je pense, c'est vraiment aussi, quand tu veux te lancer, admettons, en chasse de tête, en recrutement, ou dans n'importe quel domaine, si c'est à ton compte, je pense que le passage en entreprise est vraiment important, voire obligatoire, parce que c'est l'école vraiment qui va te mener à ton succès. L'école de la vie, là, comme on dit, là. Absolument. Okay. De voir soit une grande entreprise ou une PME, mais de vivre ce contexte-là pendant plusieurs années va te faire voir différents contextes dans le même type de poste, si on veut. C'est là que tu vas apprendre, profite-en, prends tout ce que tu peux comme information et après, démarre-toi à ton compte. Quelqu'un qui veut démarrer à son compte plus junior dans la profession, ça va être plus difficile, je pense, parce qu'elle n'aura pas vu tout ce que c'est en entreprise. Veux pas, tu places des gens dans des entreprises. Donc, c'est important que toi-même, tu sois dans une entreprise, je pense, à la base, pour comprendre ce qui est en arrière de ça, le contexte. Là, de... Tantôt, on parlait des statistiques, 5 ans, entreprise, tu pars cette ligne-là, tu as plus de succès. Mais l'exemple, en fait, c'est que toi, c'est 8 mois, puis tu es sur ton ex, puis tu réussis très bien, dans le sens, tu as vécu cette expérience-là. Au contraire, je ne l'ai pas vécu. Je me suis dit, je veux me lancer en affaires, mais je ne sais pas quoi. Fait que je vais partir quelque chose qui va faire de l'argent ou qui va essayer de faire de l'argent. Puis ça m'a pris, c'est ça, 5-6 ans pour repartir à une autre entreprise en marketing, que là, je suis comme, c'est pour moi ton recrutement. C'est pour moi ta chasse de tête, right? Fait que c'est intéressant d'analyser ça, de vivre des expériences, puis naviguer là-dedans. Je pense qu'il n'y a pas de chemin parfait. Il n'y a pas de chemin parfait. Je pense que c'est ce qui fait la beauté des choses. Je pense que chaque parcours est différent. Chaque personne va apprendre différentes choses à des moments différents de leur vie aussi. Il y en a pour qui ça peut super bien fonctionner. Je veux dire, de se lancer très, très jeune puis junior dans le marché. Exact. Non, ça se peut. Puis à la limite, si ça ne fonctionne pas au niveau de son entreprise, elle va avoir appris là-dedans. Il y a du beau dans absolument chaque chose. Puis moi, je trouve que ce soit une défaite ou une situation qui ne fonctionne pas nécessairement comme on le souhaite, il y a un apprentissage. Sur le moment, la personne ne va peut-être pas nécessairement toujours s'en rendre compte, mais il y a toujours du beau. Puis c'est comme ça qu'on évolue. Moi, j'en ai eu beaucoup aussi de choses qui se sont moins bien passées. Les gens ont tendance à me dire « Clémence, toi, tu as tellement du succès, je suis même pas inquiet, c'est sûr que tu vas l'avoir. » Non! En fait, c'est que j'ai toujours travaillé énormément fort pour accéder à ce que j'ai voulu avoir. Puis une fois que je me fixe un objectif, je fais tout en mon pouvoir pour l'atteindre. Ça, je me connais bien, je suis quelqu'un qui est hyper performante. Si j'ai un objectif, il n'y a pas de « est-ce que je vais l'atteindre ». Je ne veux même pas l'atteindre, je veux le dépasser, cet objectif-là. Et j'ai toujours été comme ça. C'est pour ça que j'étais très performante. J'ai cru en moi. Quand j'ai lancé mon entreprise, je repartais à zéro. Je ne savais pas du tout. T'as toujours été aussi confiante en toi-même?
Non, je te dirais, c'est quand je suis devenue chasseuse de tête et que c'est beaucoup dans la valorisation, je pense, des candidats, de voir à quel point je me faisais dire, Clémence, c'est incroyable comment tu m'as redonné confiance, comment je me sens bien maintenant, tu as changé ma vie. Mon mari veut te parler parce qu'il veut te dire merci. Il y a toutes sortes de commentaires comme ça, cool. Des fois qu'on a, qui sont tellement valorisants qu'une fois que tu te fais dire ça, écoute, veux pas, la confiance, tu te la bâtis, c'est normal. On peut pas être expert dans chaque domaine. Non. Tu me donnerais un autre type d'expertise, puis je serais nulle complètement. Là, je pense que chacun a son expertise, mais vraiment, cette confiance-là, elle s'est bâtie au fil du temps. Je pense avec tous les commentaires positifs que tu as. Je pense j'ai déjà eu les larmes aux yeux suite à un processus. Wow. Il y a tellement des beaux processus. On parlait tantôt de belles histoires. Ouais. Il y en a un que je peux te parler aussi. Ben oui, vas-y fort. C'est vraiment... Cool, ça, c'est un processus qui m'a donné des frissons, si on veut, parce que chaque processus de recrutement est une histoire. Chaque dossier est différent. Tu traites avec des clients différents, tu traites avec des candidats différents. Le processus peut prendre une tournure complètement différente. Et j'avais une entreprise dans l'Est de Montréal qui m'avait engagée pour une commis comptable. En faisant ma prise de mandat avec le client en virtuel, je me fais dire « Ah, Madame Rakeli, est-ce qu'un certain Bruno Rakeli vous dit quelque chose? » Je me dis « Oh mon Dieu! » Ouf! J'ai eu les frissons, puis j'ai eu les larmes à ce moment-là. C'était mon grand-père et mon grand-père, qui est une des personnes les plus importantes pour moi, qui est décédé maintenant. Une personne de qui je tiens tellement de valeur. Et si j'en ai, excuse-moi, les larmes un peu aux yeux. Ça m'a fait quelque chose, mais bref, ce monsieur-là m'a dit, en tout cas, madame, si ce monsieur-là m'avait pas donné ma chance dans la vie, je ne serais pas le vice-président que je suis aujourd'hui. Wow! C'est beau, ça! Tellement fait quelque chose. Mon grand-père était vice-président chez Imperial Tobacco à l'époque. OK. Pendant de nombreuses années, pendant, si c'est pas 30 ans. Et la personne que j'ai placée dans ce poste-là, comme commis comptable, c'est drôle, puis je me rappelle encore de ça aujourd'hui parce que j'étais dans ma voiture sur la côte du Beaver Hall quand elle m'a dit ça, quand je faisais le placement, quand on confirmait les détails. Elle m'a dit, Clémence, jour pour jour, aujourd'hui, j'ai vécu la mise à pied d'une entreprise dans laquelle ça faisait 20 ans que j'étais. Donc, je le savais parce que, bon, en la recrutant, cette candidate-là, je savais que ça faisait 20 ans qu'elle était pour telle entreprise et qu'elle s'était faite mettre à pied. Je ne connaissais pas la journée exacte. Okay. Donc, en me faisant dire ça, comme je lui ai dit, j'avais des frissons. J'ai dit, écoute, j'ai des frissons du début à la fin avec ce mandat-là. Ça a été vraiment une magnifique histoire. C'est fou, ça. Oui. Il y a beaucoup de petites histoires comme ça qui m'ont beaucoup marqué à travers le temps, dont un papa que j'avais rencontré à la garderie que j'ai placé aussi, qui était à la fois un nouvel arrivant. Puis je le voyais toujours fatigué quand il arrivait à la garderie le soir pour chercher ses enfants. Il semblait brûlé. Puis à un moment donné, j'ai dit... André, je dis, est-ce que ça va bien? Tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, pauvre toi, tu as l'air d'avoir une grosse journée. Il me dit, écoute Clémence, il dit, j'ai ramassé les enfants, je travaille, à la fois je travaille de soir, je fais mon bac en comptabilité de jour. Je dis, oh mon Dieu, OK, t'as vraiment un horaire chargé. Je dis, écoute, c'est drôle, moi je fais du placement de professionnels en finance et comptabilité. Il n'y avait pas encore l'expérience dans ce domaine-là, ce qui fait que souvent, j'ai plus de difficultés à placer des candidats qui n'ont pas l'expérience en comptabilité, mais je le trouvais tellement travaillant. Puis je le voyais à chaque jour. Il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'il vienne chercher ses enfants, qu'il s'en aille travailler et il arrivait de son bac. Donc, je me suis fait encore là un mandat personnel de placer cette personne-là et je lui ai trouvé une grande entreprise. Il a commencé temporaire parce que pour les entreprises, c'est toujours un petit peu plus difficile d'embaucher une ressource quand la personne n'a pas d'expérience. Mais j'ai tellement été capable de bien le vendre à l'entreprise parce que je voyais à quel point c'était quelqu'un qui était persévérant, qui était travaillant, qui, écoute, après, c'est super facile. Quand il se trouvait par lui-même, je veux dire, c'était... Absolument. Ouais. Puis là, lui, après ça, il est lancé. Il a un super beau poste à ce jour. Donc, encore là, très, très belle histoire. Il y en a beaucoup des comme ça. C'est inspirant, ça, justement. Quelqu'un qui prend le temps, on s'entend faire un bac, travailler, avoir des enfants, je veux dire, on a toutes 24 heures. Là. Bien, encore là, c'est pas facile pour ces gens-là quand ils arrivent ici. Ils doivent se démarquer. Ils ont leur vie personnelle, ils ont leur famille. Ils doivent parfois refaire des études, refaire des équivalences. Tout le monde quitte leur pays pour des raisons différentes. T'en as qui sont très bien là-bas, mais qui n'ont pas le choix de quitter pour des situations qui arrivent. Donc, c'est malheureux. J'ai envie d'aider ces gens-là encore plus parfois que les autres parce qu'ici, on est chanceux d'avoir ce qu'on a. Là-bas, les gens peuvent étudier pendant des années puis avoir il y a tellement des fois des taux de chômage qui sont élevés puis qui ont de la difficulté à accéder à certaines professions. Donc, j'ai énormément de respect pour ces gens qui essayent de rebâtir une vie de quasiment à zéro parce que
soit ils n'ont pas de crédit de ce qu'ils ont étudié. Il faut qu'ils se prouvent, comme tu dis, beaucoup de jugement, on s'entend. Là. Oui. Fait que, wow, c'est inspirant, puis c'est le fun que tu me parles de ça. Quand tu disais les étoiles dans les yeux, ben on le voit là, ça paraît. Oui. Puis, ben, je te souhaite le meilleur pour ton entreprise. Ça serait quoi, tu pourrais-tu mettre un mot sur comment tu veux développer ton entreprise en 2025? T'as-tu un mot que tu as identifié? Oui, ben écoute, c'est drôle que tu dises ça. Je m'étais, ça fait 8 mois que je me suis lancée, donc j'ai pas fait une année complète encore. Un mot qui venait vraiment catégoriser le 2025, c'est que j'avais envie de démarrer un podcast. Ça, c'était vraiment un objectif que je me donnais. Je suis encore à réfléchir à savoir, est-ce que je veux rester seule, si on veut, à l'interne ou avoir une expansion? Je pense qu'il y a moyen. Les gens pensent souvent que quand tu es solopreneur, tu es toute seule. En fait, c'est que tu es toute seule tu ne gères pas d'équipe interne, mais tu as toute une équipe de fournisseurs t'as des collaborateurs, externes. fournisseurs. Exactement. Ouais. J'ai développé tellement de partenariats avec d'autres agences dans la dernière année. Puis ça, c'est quelque chose que tu ne sais pas quand tu travailles en entreprise, à quel point il y a des petites agences ou à quel point il y a des petites entreprises qui se lancent. Donc, j'ai beaucoup de partenariats. J'ai un beau projet qui s'en vient. J'envisage, c'est tout nouveau. Là, à partir de la semaine dernière, j'ai eu cette idée-là Je suis sur les plans de construction pour des nouveaux bureaux qui s'en viennent. Okay. Donc, sur le territoire de l'Estrie, justement. Donc, très, très beau projet à en devenir. Donc, j'attends la confirmation de tout ça, mais ça risque d'être un très beau projet qui va se développer en 2025. Puis, l'ajout éventuellement peut-être de personnel pour développer d'autres territoires, mais c'est à voir encore. C'est une question que je dois me poser, à savoir est-ce que j'ai vraiment envie de ça ou j'ai envie de rester seule pour le moment, du moins jusqu'à ce que ça fasse 1 an, ça je le sais, parce que j'ai besoin là, de vraiment bien évaluer. Ben oui, fermer l'année, closer, voir c'est quoi les opportunités. Absolument. Je me suis vraiment bien dotée, par contre, d'une équipe externe, donc que ce soit au niveau directeur marketing, publicité, mon site Internet, facturation, comptabilité. Donc, tu sais, il y a vraiment beaucoup de gens quand même autour. Parce que comme tu le sais, quand tu te pars comme entrepreneur, tu n'as pas seulement que la tâche principale, tu as 10 000 autres tâches à faire qui sont assez surprenantes au début. Hein. Je m'attendais à ce qu'il y ait des tâches variées. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de tâches variées. Mais rapidement, j'ai été capable de vraiment m'entourer de gens et de déléguer, donc à des gens, chacun selon leur expertise, qui font en sorte que oui, tu as une certaine dépense, mais ça vient beaucoup t'aider, toi, à te concentrer dans tes tâches principales, qui, dans mon cas, est le recrutement, donc que je ne peux pas laisser tomber. Exact. Puis c'est d'apprendre à déléguer, puis de croître aussi, c'est intéressant, mais de trouver les bonnes personnes, évidemment. Puis ça te permet aussi de travailler sur ton entreprise et non dans ton entreprise. Ça prend un certain temps. Puis je pense qu'il y a une question de mettre son ego de côté, de voir... tu sais, faut que ça soit parfait, faut que ça soit la bonne personne, faut que ça... À un moment donné, faut que tu prennes un risque, puis souvent, ce qui arrive, c'est que tu trouves une bonne personne, puis elle va être beaucoup plus efficace dans telle tâche que tu as décidé de déléguer que toi, tu l'étais, puis tu es comme « Ah, mon Dieu, une chance que j'ai fait ça ». Puis toi, ça te permet justement de te concentrer, par exemple, dans ton recrutement, dans les choses qui te passionnent, puis pourquoi tu te lèves le matin. Fait que il y a une beauté en soi, c'est des challenges à affronter, c'est des solutions à amener, fait que l'entrepreneuriat, en fait. Absolument. T'es une femme vibrante qui aime l'entrepreneuriat, tu as des beaux projets, puis on dirait que, je pense, c'est ça qui définit ta vie en tant que telle, là, tu sais, les projets, puis ta vie familiale, évidemment, mais je suis très contente de t'avoir rencontré. Bien, merci beaucoup, c'est très gentil, mais oui, je suis quelqu'un de je le crois, projet. sincèrement. Oui, juste en prenant le temps de parler avec toi pendant 1 heure. Une très belle personnalité, très belle personne. Ah, ben merci beaucoup. C'est très apprécié. C'est ce que j'essaie beaucoup de faire transparaître dans mes processus de recrutement, justement, le côté humain, écoute et conseil qui souvent bifurque complètement à l'extérieur du recrutement. Parce que pour être capable de bien placer quelqu'un, tu dois avant tout aussi connaître un peu, beaucoup en fait, c'est qui cette personne-là. Puis, tu sais, dans le processus de recrutement vient toujours toutes sortes comment dire, tu crées une relation avec le candidat finalement, puis tu peux apprendre toutes sortes de choses que cette personne-là vit à l'extérieur de sa recherche d'emploi, si on veut. Puis finalement, la relation va se créer, la discussion va bifurquer sur le fait que la personne est peut-être en train de vivre une séparation, qu'il y a un proche mourant à l'hôpital. J'en ai eu que ça a été ça. Puis pour elle, son processus de recherche d'emploi a été comme une lumière pour elle parce que ça l'a aidé à sortir de ce contexte de négativité-là. Puis ça aussi, c'était une belle histoire que je me suis toujours rappelée. Puis elle m'a dit, Clémence, non, je ne veux pas arrêter le processus parce que c'est ce qui va m'aider pendant que mon père est en train de vivre des difficultés. Oui, je vais l'accompagner, mais j'ai envie de quelque chose de positif après ça. Exact. Tu sais, je pense que ça peut être un processus thérapeutique dans le sens que la personne prend le temps de s'ouvrir sur mes difficultés en ce moment. On n'a pas toujours accès à un psychologue ou à quelqu'un à parler. Puis
Je pense que le format podcast, ça m'a amené souvent à des discussions. Quand on fait une entrevue, la personne part à pleurer, mais parce qu'elle s'ouvre et elle parle d'une situation. Puis je trouve ça cool, tu sais, c'est humain. C'est très intime, puis j'encourage les gens à faire des podcasts. Très cool. Oui. Mais Clémence, ça a été un vrai plaisir. Merci Anthony. Ce que je propose à mes invités, c'est aussi moi de faire un part 2, de savoir qu'est-ce qui se passe, les nouveautés dans ton entreprise, nouveautés personnelles. Donc, merci encore. Tu as aimé ton expérience aujourd'hui? J'ai adoré mon expérience. That's it. Merci. Très cool. Merci encore. Merci à toi. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.